Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Alors que des problématiques des jeunes sont au cœur des politiques publiques, à savoir des questions liées à l'emploi, au logement, à la santé, aux loisirs, ceux-ci sont quasiment absents lors de certaines concertations dans certains pays en Afrique. Comment les impliquer beaucoup plus et les rendre acteurs du développement local? On en parle dans cette émission avec Koulibaly Doiré. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Alors vous êtes leader de jeunesse dans la région du Poro. Avec vous, nous allons parler des questions liées à la jeunesse. Alors, la première question, quand on parle de développement du continent africain, développement de votre pays, est-ce que vous, en tant que jeune, vous vous sentez concerné? Et à quel niveau? Oui, merci pour l'invitation. Comme je le disais tantôt, en ce qui concerne le développement de notre pays, particulièrement la Côte d'Ivoire, et je veux parler au nom de la jeunesse rurale, je veux dire les jeunes qui sont dans le pays profond, on se sent impliqué. On se sent impliqué en ce sens où tout finit par la nourriture. Et la jeunesse du pays rural est beaucoup agricole. Et donc la jeunesse est beaucoup impliquée dans le développement de notre pays. D'accord. Les jeunes sont impliqués dans le développement du pays. On va voir comment. Et puis on verra aussi comment les impliquer beaucoup plus. Quand on parle de développement, je ne parle pas directement de vous, mais quelle est la compréhension générale des jeunes qui sont dans le pays profond, ceux qu'on appelle les jeunes des zones rurales? Comment est-ce qu'ils comprennent le développement? Au-delà des définitions techniques, ça c'est pas ce qui nous intéresse, mais comment ils l'appréhendent? Bon, là, à ce niveau, le développement, le jeune rural comprend le développement tel que la construction des routes, l'électrification des villages, les écoles qu'il y a à la proximité, les hôpitaux, les infrastructures. Ouais. C'est ce qu'ils voient, c'est ce que les jeunes voient assez directement. Toutes ces choses qui peuvent servir à la population. C'est ça. Et ces jeunes, quand ils ne se retrouvent pas comme main-d'œuvre, comme professionnels dans ces domaines, est-ce que ces jeunes-là se disent, à leur humble niveau, sont-ils en train de contribuer aussi au développement? Et c'est ça le problème. Ce sont des principaux acteurs, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de contribuer au développement. Je le disais tantôt, la jeunesse est beaucoup plus basée dans le domaine agricole. Elle est beaucoup plus basée dans le domaine du commerce. Elle est beaucoup plus basée dans le domaine de l'élevage. Mais quelqu'un qui fait l'agriculture, quelqu'un qui fait le commerce, quelqu'un qui fait l'élevage au village, il pense qu'il n'est pas en train de contribuer au développement du pays. Alors que ce qu'il faut savoir, les jeunes, il faut saluer leur courage, il faut louer le courage qu'ils ont. Les jeunes, ils se donnent une pression personnelle. Il n'a pas besoin de dire je m'en vais au champ parce que mon patron m'attend et autres. Lui, il a ses horaires. Il va, il se lève à 6 heures, il est au champ. Il travaille souvent jusqu'à 18 heures en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé à atteindre à la fin de la période culturelle. Et ils savent bien planifier cela. Ils savent bien à quel moment il faut commencer à travailler, à quel moment il faut faire telle étape de l'agriculture et à quel moment il faut agir pour ne pas que je sois hors délai. D'accord. Les jeunes, comme on l'avait dit, sont à encourager parce qu'ils ont de l'ingéniosité, ils ont de la bravoure, sauf que parfois leurs efforts ne sont pas suffisamment récompensés. Parfois ils travaillent avec du matériel archaïque. La question c'est de savoir, lorsque nos gouvernants, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la sous-région, pensent le développement, est-ce que les politiques de développement axées sur la jeunesse atteignent ceux des zones rurales? Oui, la politique atteint les jeunes des zones rurales, mais la manière n'est pas souvent celle qu'il faut. D'accord. Pourquoi? C'est vrai, l'État envoie des financements aux jeunes, l'État envoie des projets de développement, mais ce qui manque, c'est la formation. Okay. On a parlé de mécanisation de l'outil agricole. Les jeunes, ils ont souvent, le matériel est là, où ils ne sont pas formés à son utilisation. Et c'est ça qui crée le problème dans le volet agricole que les jeunes ont. On finance les projets des jeunes dans le domaine de l'élevage. Mais ils ne sont pas formés à l'élevage. Du coup, ils investissent, ils prennent les prêts de l'État, ils investissent, mais ça n'arrive pas à terme. Ou vous allez voir, ils ne sont même pas formés à gérer des projets. Ils commencent le projet, s'il a trop vécu pendant un bon moment, c'est 2 ou 3 ans. Et il s'est dit que son objectif est atteint, alors qu'il doit être formé à aller au-delà de cette période.
Sinon, ce qu'il faut reconnaître, ça, il faut le saluer. Il faut saluer l'esprit de la jeunesse. La jeunesse en Côte d'Ivoire, surtout dans le pays rural, ils ont un esprit fertile. Ils ont souvent aussi l'art de transformer la fertilité de leur esprit en action concrète. Mais il suffit souvent que l'État donne des efforts et crée des mécanismes pour pouvoir les encadrer. D'accord, on lui dit souvent l'État ne peut pas tout faire, l'État initie la politique, l'État envoie parfois des moyens, l'État crée des créneaux de développement, des pôles stratégiques de développement, mais les collectivités locales, les mairies et toutes ces structures qui existent, en principe devraient se faire le relais des actions de l'État. Est-ce que ces collectivités-là interviennent beaucoup plus? Je reviens encore à ce niveau pour dire merci au ministre Touré Mamadou. J'ai assisté à une de ses conférences par les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, qu'il a animé à faire que la semaine dernière. Il dit qu'il est en train de négocier de telle sorte que les instances de décision dans les collectivités territoriales telles que le conseil régional et les maires, les conseils municipaux, qu'il est en train de négocier de telle sorte qu'on donne 30% du quota de la composition des décisionnaires de ces instances à la jeunesse. Le problème, c'est que à la base, la jeunesse n'est pas impliquée dans la prise de décision. Les gens prennent des décisions et on impose cela à la jeunesse. Alors qu'au moment des concertations, les jeunes ne sont pas là. S'ils sont là, ils peuvent faire des propositions. Ils peuvent faire des propositions. Leur réalité. Et c'est en cela que quand cette loi ou quand cette décision sera mise en application, je peux dire l'État pourra être, ou les collectivités territoriales pourront être le relais des informations, des mécanismes de l'État à 100% sur le terrain. Sinon, pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord. Beaucoup de personnes se disent leaders de jeunesse parce que ces personnes ont un aura, d'autres sont des élus, d'autres ont un pouvoir, un leadership affirmé. Vous, en tant que leader de jeunesse, quelle est votre feuille de route personnelle? Quelles sont vos ambitions, enfin vos objectifs pour permettre à la jeunesse de continuer à avancer? Les objectifs ou la feuille de route, ce qu'il faut savoir, c'est que le leader, il doit être un modèle. Il doit aussi sensibiliser ses camarades à être des modèles. Un modèle à quel niveau? Le modèle, c'est le modèle de la jeunesse. C'est-à-dire, la jeunesse en tant que telle, c'est une image. Il faut des travailleurs. Il faut des travailleurs. Il faut vendre cette image. Et cette image se vend par le travail, par le courage, par la prise des initiatives. Pourquoi je dis cela? Souvent, les jeunes ont de très belles idées, mais il manque de financement. Mais quand tu vas prendre un prêt, on regarde surtout en Côte d'Ivoire, les banques n'aiment pas financer les projets de la jeunesse parce qu'ils disent que les jeunes ne sont pas crédibles. Mais le peu de jeunes, soit les leaders ou ceux qui ont déjà une image de marque, s'ils incitent les autres par la manière de travailler, ça va faire... on va dire un plaidoyer. Ils seront peut-être les avocats auprès des institutions qui doivent peut-être prêter de l'argent aux jeunes pour pouvoir entreprendre. Donc la feuille de route principale, c'est d'inciter la jeunesse à prendre conscience du défi qu'il y a à relever, à prendre conscience du travail qu'il faut faire sur soi-même et sur tout l'environnement qui est autour de nous, de telle sorte à pouvoir apporter un plus ou une plus-value à l'environnement immédiat dans lequel nous vivons. D'accord. Les jeunes ont quelques modèles. Il y a des modèles dans le domaine de l'investissement, des modèles dans le domaine de la création d'entreprises. Prenons le cas de certains jeunes qui ne sont pas allés à l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de formation. Ce sont des jeunes qui ont appris à gérer leurs propres affaires, sauf que la plupart d'entre eux se retrouvent dans l'informel. Pour ces derniers-là, si vous deviez, auprès de nos différents États, faire un plaidoyer, qu'est-ce que vous direz pour que l'État continue d'appuyer ces jeunes à professionnaliser leurs activités? Moi, je dirais qu'il faut que l'État descende encore plus bas et l'État crée des conditions à pouvoir aller et se faire écouter par la jeunesse. Parce qu'une chose, c'est de partir vers, mais une chose, c'est de se faire écouter. Les jeunes, quand je rentre chez moi au nord, ils sont très, très, très entrepreneurs. Tu arrives à Korogo, à Silimachali, à Mbengue, à Dikodougou, à tous les grands centres. Les plus grandes maisons appartiennent aux jeunes qui sont entrepreneurs ou qui sont dans le domaine de l'agriculture. Mais souvent même aller chercher
bon, ils appellent ça l'aide de autorisation de construction et autres, à la mairie ou au ministère de la construction. C'est un problème parce que quand tu vas là-bas, on te crée un tas de problèmes que toi-même tu ne t'y attendais pas. Pour finir même, tu as peur. Tu te dis, mais pourquoi je suis venu vers cela? Je pouvais commencer à construire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on assouplisse les conditions. Il faut que l'État assouplisse les conditions. Très bien. Monsieur Coulibaly Doniéré, oui. Le temps vient de s'achever. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les questions de développement de la jeunesse et l'impact de ces derniers-là qui vivent dans les zones rurales sur le développement de tout un pays et de tout un continent. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de passer le temps sur Medi 1 encore à nouveau. Surtout Thomas, merci pour tout ce que tu fais. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.